Ah, Mais que se passe-t-il? c'était assez marrant comme concept, mais en fait j'aimais vraiment que ça soit très décomplexé, relax, on jase. Découvre la Malaisie, en fait, tous les personnages, ils évoluent dans un décor qu'on connaît très peu. Pas très subjectif sur cet avis-là, c'est mon pote Florent Bernard qui l'a réalisé. Le cinéma lui-même, il est vraiment génial, je l'aime trop. Non, moi je voulais remettre en fait les deux films en fait de Villeneuve en perspective. C'est plaisant de voir la réaction des gens. Je pense qu'on n'a jamais fait encore une interview en live avec les gens aussi présents en train de nous écouter. Je trouve que les interventions étaient hyper pertinentes et j'ai découvert plein de films que j'ai trop envie d'aller voir maintenant. C'est vrai que c'est ce qu'on avait trouvé dans le festival Zootopia et qu'on peut retrouver là, avec un côté, on est là pour se marrer aussi. Quoi. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au festival Screen Spirit. Vous êtes au milieu d'un festival qui mêle cinéma et Twitch. Cette idée, c'est de vous proposer des émissions de cinéma, des présentations de films, non pas de manière classique, mais en salle, en live, avec du public. Julien vient d'animer une table ronde avec tous ses invités autour de l'intelligence artificielle dans le cinéma. On a eu hier, ici à Nantes, une table ronde sur la question de la place des femmes dans l'industrie du cinéma et dans l'industrie des jeux vidéo, et sur la question du harcèlement et du sexisme également. Mais ce festival ne se déroule pas qu'à Nantes, puisque c'est un festival national. L'ouverture était à Paris. Hier, nous étions à Hérouville-Saint-Clair, à Marseille et à Nantes également pour la table ronde. Et demain, l'Aile-et-Rose en banlieue parisienne et la clôture à Morlaix. Si vous êtes ici à Nantes demain, vous aurez aussi l'occasion de voir le même film que la clôture à Morlaix, qui est Les 4 âmes du coyote, qui est un film d'animation visible par des enfants, mais à destination plutôt d'un public ado et adulte, un film d'animation autour de légendes amérindiennes sur la création du monde, plutôt très chouette, vraiment très chouette. Je vous invite à venir le découvrir. C'est le film de clôture du festival Screen Spirit, clôture qui aura lieu à Morlaix, mais voilà, à Nantes, si vous le souhaitez, vous pouvez également venir voir ce film en avant-première puisqu'il sort le 15 mai. Voilà. Et d'ici là, moi je laisse la place à Monsieur Bobine, Julien, Bonjour. Voilà, alias Julien quand même, ou Julien alias Monsieur Bobine plutôt, YouTuber, streamer, vous pouvez retrouver sur Monsieur Bobine. Mince, ça y est, j'ai le ciné-club de Monsieur Bobine. YouTube. Voilà, exactement. Il est là. Je fais du marketing. Et qui va vous parler de The Congress. Je suis hyper content qu'il ait choisi ce film. Moi aussi, je suis super content que vous l'ayez choisi. Franchement, c'est un film que j'adore depuis très longtemps et je suis hyper content de vous le présenter. C'est un film qui compte énormément pour moi personnellement. Mon ami, à toi, c'est parti. Ok. Moi, c'est pareil en fait. C'est un film qui m'a vraiment marqué. C'est un des films, je me rends compte que j'en parle beaucoup dans pas mal de vidéos d'ailleurs, qui parlent toutes plus ou moins de l'avenir plus ou moins incertain du cinéma. Alors, avant peut-être de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous voyez des questions intéressantes dans le chat, parce qu'on m'a reproché sur la table ronde de ne pas répondre, je suis désolé, c'est vrai que j'avais pas de retour. N'hésitez pas non plus à me le dire, parce que je vais me retourner de temps en temps. Voilà, j'ai le chat, mais ça va être compliqué. Déjà, voilà, ça râle sur Avatar 2, bravo. Bon, avant de vraiment parler du film, de quoi ça parle? Bon, déjà, le Congrès, c'est un film de science-fiction. Ça peut paraître banal, mais vous allez voir que c'est vraiment traité comme un film de science-fiction. Alors, ça raconte en fait l'histoire de l'actrice Robin Wright, donc, c'est le nom de l'actrice en fait qui est réutilisé dans le film, dont la carrière est au point mort et qui se voit offrir le dernier contrat de sa vie par un studio qui s'appelle Miramount. Miramount, ça peut vous faire penser à Miramax et Paramount, quoi. Donc, en fait, ce contrat, c'est qu'elle doit se faire scanner sous toutes les coutures et vendre son image au studio pour qu'ils puissent l'utiliser à leur guise, en fait, grâce au numérique. Désormais, elle ne sera plus qu'une image de synthèse. La seule contrepartie, c'est qu'elle ne doit plus jouer dans rien du tout pendant tout le reste de sa carrière, en fait. Donc, elle accepte parce qu'elle doit payer les soins de son fils qui est atteint d'une maladie dégénérative. Et 20 ans plus tard, donc il s'écoule 20 ans, elle est invitée justement à un congrès organisé par Miramount, qui est devenu
plus seulement un studio de cinéma, mais qui est devenu une multinationale pharmacologique, pharmaceutique, bref, et qui propose un nouveau produit. C'est-à-dire que c'est des drogues hallucinogènes qu'on peut sniffer, dans laquelle ils ont synthétisé directement les acteurs. Alors, moi c'est un film assez hybride, et je crois que c'est pour ça que c'est un film que j'aime énormément. C'est-à-dire que c'est un film qui, déjà dans sa forme, nous propose en fait de l'animation, du live, joue en plus avec la notion de réalité. Par exemple, on parlait de Robin Wright, anciennement Robin Wright Penn, peut-être que vous connaissiez, vous avez dû voir dans des rôles comme Princess Bride. Justement, Princess Bride est cité en fait comme l'apogée de sa carrière. C'est-à-dire que globalement, il y a tout un discours du président de Miramoun, qui est un personnage assez détestable, qui lui dit en gros, nous ce qu'on veut, c'est retrouver Buttercup, c'est retrouver cette jeunesse que tu avais. Et forcément, quand on voit Robin Wright, ça fait un peu mal au cœur parce qu'on se dit à quel point c'est de la fiction. Bon, il se trouve, rassurez-vous, c'est de la fiction, sa carrière se porte bien. Néanmoins, il y a quand même en fait une problématique qui sort en fait de ça. C'est celle du destin en fait des actrices. Passé un certain âge, les rôles en fait disparaissent. Quand on commence dans sa jeunesse et qu'on arrive à un moment en tant qu'actrice à Hollywood, elles savent pertinemment en fait que on leur proposera de moins en moins de rôles et surtout des rôles de plus en plus stéréotypés. Je crois que par exemple, comment elle s'appelle, l'actrice dans Michelle Yeoh, quelle horreur d'oublier son nom, mon Dieu, c'est une immense actrice Michelle Yeoh, dans Everything Everywhere at Once, des Daniels. Elle, ce qu'elle a adoré en fait dans ce rôle-là, c'est que c'était un rôle pour une femme mûre et un rôle qui sortait littéralement de tous les stéréotypes qu'on lui confiait habituellement, dans laquelle en plus elle pouvait littéralement donner, exposer tous ses talents. C'est-à-dire qu'on la voit chanter, faire de l'art martial, faire de la comédie. C'est vraiment un rôle qui exploite tous ses talents. De la même manière que James Cameron, par exemple, confie le rôle d'une adolescente de 16-17 ans à Sigourney Weaver, ce qui est un choix complètement hallucinant et extrêmement payant, et ce qui permet à Sigourney Weaver d'incarner en fait des rôles qu'elle n'aurait jamais pu incarner avant. Là, Harry Folman, lui, ce qui va l'intéresser, ça va être justement les questions de mutation, les vieux réflexes des studios. Tout ce qui va changer en fait dans le futur, c'est quelque chose qui l'angoisse. Le film n'est pas super, il n'est pas super positif sur la question de l'hybridation, sur la question de l'avenir du cinéma. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, vous avez peut-être vu son nom passer dans des articles récemment, notamment au sujet de l'IA. Donc là, on sort d'une table ronde sur l'intelligence artificielle. Vous étiez peut-être qui était déjà. Ah, il y a pas mal de monde, c'est bien. D'ailleurs, je n'ai pas demandé, mais qui a vu le congrès déjà? Ah, vous êtes pas mal à le découvrir. Ah, c'est cool. Bon, je vais essayer de pas trop spoiler alors. Mais non, j'ai prévu, dans mes notes, j'ai prévu de ne pas spoiler. Hop. Et surtout, vous me dites s'il y a des questions intéressantes dans le chat. Je ne veux pas me faire engueuler encore par le chat. Donc, c'est surtout cet aspect hybride qui va permettre à Harry Folman, donc c'est le réalisateur, d'exprimer cette espèce d'angoisse qu'il a vis-à-vis d'un cinéma qui lui aussi est en train de devenir hybride. Quelque chose qui est en train de perdre pied en fait avec ce qu'on connaissait avant. Là, il pousse évidemment la métaphore à l'extrême, puisque désormais le cinéma disparaît en fait pour laisser place à une espèce de substance psychochimique qui permet en fait de reproduire les sensations directement des acteurs. C'est quelque chose qui pour le coup est assez graphique, et d'ailleurs ça justifie que toute la deuxième partie soit en animation. Mais d'ailleurs en plus c'est un film hybride même dans son financement, parce que c'est quand même un film américano-luxembourgeois-israélo-belgeo-franco-polonais. Donc vous voyez, ça c'est aussi quelque chose, c'est que c'est un film qui aurait difficilement pu émerger dans un système de studio classique, et qui pour autant nécessite quand même un budget assez confortable, avec des acteurs quand même assez installés. Vous avez quand même une scène, notamment avec Harvey Keitel, qui joue l'agent de Robin Wright, qui là pour le coup ne joue pas Harvey Keitel, il joue un autre personnage. Et il y a toute une scène, notamment la scène où elle se fait scanner. Initialement, en fait, Harry Folman avait pensé faire cette scène-là juste de manière assez cynique, c'est-à-dire qu'elle arrive, elle se fait scanner, elle se barre. Et en fait, à ce moment-là, il s'est dit, ouais, mais j'ai quand même avec moi 2 super acteurs, et je vais essayer de faire un dialogue autour de ça. Et si vous n'avez pas vu le film, vous verrez la scène. La scène de scan, justement, est vraiment incroyable.
ne serait-ce que pour le jeu entre les deux acteurs. Franchement, c'est voilà. Alors bon, avant de parler plus en avant du film et de ses influences, je vais resituer peut-être un peu qui est Harry Folman. Harry Folman, vous l'avez peut-être connu, notamment avec ces films en fait d'animation, ceux qui sont sortis du moins en France chez nous. Ça a été surtout Valse avec Bachir, qui est sorti en 2008, si je dis pas de conneries. Oui. Et récemment, il a sorti Où est Anne Frank. Donc c'est son troisième en fait film vraiment d'animation, qui est sorti en 2021. Voilà. Avant, évidemment, il avait une carrière. C'est-à-dire qu'il a une carrière, c'est un réalisateur israélien. Il avait réalisé notamment 2 films, Sainte Clara et Made in Israel, qui je pense ne sont pas du tout disponibles chez nous. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qu'ils valent. Mais c'est vraiment surtout avec Valse avec Bachir qu'on a commencé à le découvrir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un réalisateur qui a fait la guerre du Liban en 1982. Il a fait son service militaire pendant la guerre du Liban. Et c'est en fait ce qui a donné naissance à un autre film, à ce film complètement hybride. Et c'est pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment de le voir, parce que c'est vraiment un très très beau film. C'est justement Valse avec Bachir. Moi, c'est comme ça en fait que j'ai découvert Harry Folman. C'est un peu comme Miyazaki chez nous, où on a découvert Miyazaki avec notamment Princesse Mononoke, alors qu'il était quasiment en fin de carrière. Et après, on s'est rendu compte qu'il avait fait plein d'autres films avant. Donc là, c'est pareil, c'est quelqu'un qu'on découvre un peu en chemin, mais vraiment à un moment où il a une phase, c'est-à-dire que Valse avec Bachir, Le Congrès et Où est Anne Frank forment quelque part une espèce de trilogie thématique autour de l'animation. Valse avec Bachir, ce qui est vraiment singulier, je crois que ça s'était probablement jamais fait avant, c'est que c'est un documentaire entièrement réalisé en animation. Alors, c'est pas de la rotoscopie, c'est-à-dire qu'en fait, il a vraiment filmé des entretiens et derrière, par-dessus, il a redessiné en fait les personnages, etc. Et en fait, il y a une idée derrière tout ça. Qu'est-ce que ça raconte, Valse avec Bachir? Ça raconte, en fait, ça raconte la vie du réalisateur. C'est un moment où il a un rêve, c'est-à-dire que c'est un rêve où il sort en fait pendant la guerre du Liban. Il sort de la mer nu en fait avec des armes et en fait dans ce rêve-là il se passe des choses et lui veut savoir exactement d'où ça vient parce qu'en fait toute sa vie c'est une partie de sa vie dont il avait complètement occulté. Et Valse avec Bachir va être une exploration en fait quelque part des souvenirs, c'est-à-dire qu'il va aller retrouver ses anciens camarades, il va aller retrouver en fait des gens, il va dire des gens qui ont fait des thérapies, d'autres qui ne veulent pas forcément en parler, et il va leur demander de quoi vous vous souvenez. Et il va se demander aussi mais qu'est-ce que ça veut dire de se poser la question du souvenir, de la mémoire. Il y a notamment très tôt, en fait, un personnage qui je crois, est thérapeute ou psychologue, qui explique, c'est dans la séquence d'ouverture, il me semble, du film, qui explique à son ami, à Harry Folman, du coup, qui joue son propre rôle aussi dans le film, qui lui explique en fait que la mémoire, c'est quelque chose qui se trafique avec le temps, c'est-à-dire se modifie avec le temps. Il dit on peut trafiquer les souvenirs des gens, c'est-à-dire quand on leur dit raconte-moi un souvenir d'enfance, et on lui dit spécifiquement, on va le guider, on va dire un souvenir d'enfance quand tu étais par exemple dans un parc d'attractions, etc. Et en fait, la personne va reconstruire ce souvenir et se dire ah oui, c'était un vrai souvenir, ça s'est vraiment produit. Tout le film en fait explore de manière onirique, et c'est là où la partie animation est intéressante, et ça va déterminer quelque part le rapport que va avoir Harry Folman à l'animation dans les 2 autres films dont j'ai parlé, donc Le Congrès et Où est Anne Frank. C'est que c'est quelque chose d'onirique. L'animation, elle sert vraiment à montrer là pour le coup dans Valse avec Bachir, ce sont des rêves. Très très concrètement, les personnages se rappellent de leurs rêves, de leurs cauchemars, notamment un qui se fait poursuivre par des chiens, et il sait exactement le nombre de chiens en fait qu'il poursuivent, même si dans son rêve on le voit pas, dans des rues pareilles délabrées. Et il y a une raison à ça. De la même manière qu'il y en a un qui a un rêve, c'est qu'il est sur un bateau, justement où il fait une fête après une bataille, et il voit en fait une espèce de divinité, une femme nue, gigantesque, verte, qui nage en fait dans la mer, qui va venir le prendre et qui va le sauver en fait d'un naufrage. Or, lui a bien vécu un naufrage, etc. Et c'est rigolo d'ailleurs, c'est une scène qui renvoie aussi pas mal.
encore une fois, si vous avez vu Valser avec Bachir, ça va peut-être vous parler, mais vous pouvez penser à Pognon sur la falaise. Vous avez une séquence de divinité qui est à peu près similaire. Vous avez une femme, pareil, alors qui là pour le coup est habillée, c'est un film pour enfants, mais qui passe sous un bateau de la même manière et qui a à peu près le même statut quelque part divin. Donc, alors le film, il est arrivé en France, il a été en compétition à Cannes. Et c'est bon, là pour le coup, c'est vraiment celui qui a fait connaître Harry Folman au monde. Hein. Avant, il avait aussi fait un peu d'animation, notamment dans des séries animées, mais c'est pareil, elles sont indisponibles chez nous, ou alors probablement dans des qualités tellement lamentables que je peux difficilement vous les recommander. Dans ce film, alors voilà, c'est ce que dit en fait. Alors, je peux vous compléter tout ça avec une petite citation. Harry Folman, lui, voilà comment il présentait ce film. Cette histoire, c'est mon histoire personnelle. Le film retrace ce qui s'est passé en moi à partir du jour où j'ai réalisé que certaines parties de ma vie s'étaient complètement effacées de ma mémoire. Pendant ces 4 années-là, ma femme et moi avons eu 3 enfants. Et finalement, j'ai peut-être fait cela pour mes fils, pour que, lorsqu'ils grandiront et verront le film, cela puisse les aider à faire les bons choix, c'est-à-dire à ne participer à aucune guerre. Ça, c'est vraiment la note d'intention du film. Mais encore une fois, c'est vraiment une introspection. Le but, c'est vraiment d'essayer de plonger dans la mémoire et de retrouver ce qu'on peut en sortir. Et comme forcément, c'est quelque chose d'extrêmement mouvant, l'animation, pour le coup, c'est quelque chose qui colle parfaitement à ça. Alors, pour le coup, oui, plus tard, il va commencer à utiliser d'autres techniques d'animation. Là, je disais, c'est pas de la rotoscopie. La rotoscopie, ça va être dans le Congrès, par exemple, c'est de la rotoscopie. La rotoscopie, en fait, c'était les frères Fletcher qui ont inventé ça. C'est tout simplement, en fait, vous avez des acteurs qui vont jouer les scènes et on va redessiner par-dessus. Si vous êtes encore là à 19h, je vous le souhaite, le film Skydome, par exemple, 2123, a été entièrement réalisé en rotoscopie. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui ont joué les scènes et par-dessus, là, ils ont redessiné carrément à la main. Mais initialement, c'était des cartoons, en fait, des cartoons des frères Max, donc peut-être des cartoons dont vous avez entendu parler, j'ai plus le nom en tête, désolé. Mais en fait, ils avaient inventé le rotoscope, c'est-à-dire que c'était un espèce de projecteur, rétroprojecteur, où ils faisaient passer des images de personnes qui ont joué, en fait, qui ont joué leur scène, et par-dessus, ils redessinaient de manière cartoonesque les personnages. Ça, c'est pas spécialement anodin, parce qu'en fait, Harry Folman va passer son temps à tester à partir de là plein de techniques d'animation. Autant sur Valser avec Bachir, c'est à peu près toujours la même chose. Il n'y a pas de passage filmé, sauf peut-être à la toute fin où vous avez des images d'archives, mais tout le film est globalement filmé de la même manière. Le Congrès, là, ça va être autre chose, on en parlera après. Et son dernier film en date, du coup, je fais un petit bond dans le temps pour revenir après sur le Congrès, c'est Où est Anne Frank? Alors, bon, c'est un film qui est un peu plus compliqué dans sa réalisation, non pas qu'il n'est pas bien, franchement, il y a des séquences qui sont assez belles, mais oui. Ah, faut que je me mette plus par là. Super, ouais, pardon. Globalement, c'est quand même, on sent qu'il c'est un film qui a été, en termes de production, beaucoup plus chaotique. Le résultat, bon, c'est un film pour enfants. Là où Harry Folman avait plutôt l'habitude de faire de l'animation pour adultes, là, pour le coup, ce n'est pas du tout pour les enfants. Hein. D'ailleurs, ça vient d'une tradition des pays de l'Est, où effectivement, les films d'animation de l'Est, dont on parle très peu, mais chez nous en Europe en tout cas, et ce à quoi fait référence un peu aussi Harry Folman, c'est toute une tradition aussi d'animation pour adultes. Hein, donc, dans le cas de Anne Frank, on sent qu'il est peut-être un peu moins à l'aise avec le sujet, déjà parce qu'en plus, comme il le raconte, c'est sa mère qui lui a poussé au derche pour qu'il le fasse. Il lui a dit tu le fais, sinon je meurs. Il a dit bon, je fais le film. Ça n'empêche pas qu'il a quand même trouvé un angle. Le film est un peu didactique. Il parle, c'est le journal d'Anne Frank qui prend vie, en fait, et qui, c'est Kitty, donc l'amie imaginaire d'Anne Frank, à qui elle s'adresse dans son journal, qui sort du journal et qui essaie de savoir où est Anne Frank dans l'époque contemporaine, et qui parle justement du journal d'Anne Frank, qui revient aussi dans des flashbacks du passé. Là, encore une fois, les parties contemporaines, c'est moi, alors, je ne sais pas qui l'a vu, là, pour le coup, dans la salle, hein. Moins de personnes encore. Du coup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être pas les parties contemporaines les plus intéressantes. Ah non, il y avait aussi quelqu'un dans le fond. Mais ça va être les parties en fait qui sont des flashbacks, qui repartent en fait dans la manière dont Anne Frank s'imagine ce qui lui arrive. On est dans une utilisation de l'imaginaire et encore une fois de l'animation
pour, encore une fois, parler de rêve et d'onirisme. Et en fait, elle, Anne Frank, c'est une petite fille qui nous a présenté comme, d'ailleurs, c'est ce que le journal témoigne, enfin, ce dont témoigne le journal, quelqu'un de très éveillé, un esprit très vif. Et donc, il y a, par exemple, toute une partie où elle parle des copains, en fait, à l'école, de tous ses amoureux potentiels, etc. Et on a des scènes qui ressemblent pas mal à celles que Peter Jackson avait fait, par exemple, dans Lovely Bones. Le film s'était fait pas mal critiquer pour son espèce d'imagerie un peu rococo, mais dans Lovely Bones, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a tout un moment où l'autre monde, c'est une gamine en fait qui se fait assassiner au début et qui part dans un voyage vers l'au-delà pendant que son père essaie de résoudre l'enquête, de savoir qui l'a tué. Et toute la quête, tout le passage dans l'espèce d'au-delà, en fait, c'est l'imaginaire d'une enfant de 12-14 ans, quoi. Donc, effectivement, on retrouve un peu cette idée-là dans le Congrès. Avec, pareil, une imagerie un peu plus fantastique qui rappelle peut-être un peu plus ce qu'on va avoir avec The Wall, par exemple, notamment pour tout ce qui va représenter le fascisme. Vous allez avoir ces espèces de gigantesques personnages uniformes qui portent un espèce de masque blanc, qui sont les nazis, en fait, et toute une imagerie presque infernale au moment où il y a des questions de passer à l'Est, c'est-à-dire vers les camps de concentration. Donc Harry Folman, c'est vraiment là-dessus, j'ai l'impression, j'arrête pas de me décaler par là. Harry Folman, j'ai l'impression que lui, c'est vraiment ce passage-là qui l'a intéressé. Et encore une fois, ça ne m'étonne pas parce que c'est vraiment ce que le médium de l'animation permet pour lui d'exprimer le mieux. Vraiment ce caractère onirique. Il faut savoir aussi qu'à la base, je ne sais pas trop comment, il n'y a pas énormément de documentation là-dessus, mais initialement, Où est Anne Frank devait être un film en partie fait en stop motion. Il a dit en interview être tombé amoureux de la stop motion et avait commencé, on voit les premières images, en fait, quand vous revenez, faites une petite recherche Google, vous tombez sur les articles en fait, de la création de Où est Anne Frank. En fait, on voit des petites poupées et a priori, à ce moment-là, il était question vraiment de le faire en stop motion. Mais la stop motion, ça coûte très très cher. Et pour le coup, lui n'avait pas les moyens. On sent que le financement en plus du film a été compliqué. Donc, il s'est rabattu exclusivement sur l'animation. Il reste néanmoins, donc encore une fois, si vous l'avez vu, vous verrez peut-être la scène dont je veux parler, mais il y a une séquence qui se déroule notamment à l'intérieur d'une radio, éclairée par les transistors de la radio. C'est une scène de danse. Et ça, par contre, c'est des maquettes. C'est vraiment un décor en maquette. Donc là, vous avez encore un petit peu d'hybridation. Mais le projet, à la base, tel qu'il était pensé, aurait été probablement encore plus hybride. Donc voilà. Oui, alors en plus, je revois mes notes, mais c'est un film qui, en plus, a été produit en pleine pandémie. Donc je ne vous raconte pas le bordel que ça a été à ce niveau-là. Comme tous les films qui ont été produits à cette période. Par ailleurs, il y a eu... les gros budgets ont pu s'en sortir, mais les petits budgets comme celui-ci, les films qui sont un peu plus serrés, qui ont besoin vraiment d'une production assez carrée, ceux-là, il y en a quelques-uns qui ont eu très très mal. Donc voilà. Alors, attendez, je tourne ma petite page. On va arriver sur le Congrès pour le coup. Donc on revient un peu en arrière. C'est son deuxième film. Là pour le coup, qui pour moi est celui qui est le plus abouti. Alors parce que Anne Frank, voilà, est un projet qui est peut-être un peu plus compliqué en termes de production. Là, celui-ci, le Congrès, en termes d'hybridation, encore une fois, c'est celui qui va peut-être le plus loin. Comme je vous le disais, c'est un film qui brise le quatrième mur, puisqu'il met littéralement en scène Robin Wright dans son propre rôle d'actrice, en fait, qui se retrouve face à des vrais producteurs de cinéma, qui questionne directement, en fait, la question du futur du cinéma. Je disais tout à l'heure, on ressort pas mal, le titre du film ressort en ce moment pas mal pour parler d'intelligence artificielle générative. Quand vous allez voir le film, ça va vous sauter aux yeux. Il y a des images, notamment sur toute la deuxième partie, qui se déroule pour le coup intégralement en animation. Après, je ne vous spoil pas. Toute cette partie-là, en fait, vous avez l'impression de voir des images qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit avec les images actuellement des IA génératives. C'est-à-dire des espèces de décors à la fois fantastiques, à la fois irréels, à la fois avec des espèces d'architecture cyclopéenne et complètement incohérente. Ça, c'est vraiment la seconde partie, le moment où, globalement, vous avez une espèce d'explosion Comment en parler sans spoiler? Julien penche à droite, sachez-le. Oui, d'accord, je vais rester.
Je vais mettre des marques. Allez, j'ai un trait là, je vais rester là. En fait, vous allez voir que le film représente en fait, avec des années d'avance, cette idée-là en fait, cette idée de génération complètement spontanée, chaotique, mais pour le coup vraiment chaotique, et surtout en fait des créations sans démiurge. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous vend le fameux congrès Miramount, à ce fameux congrès-là, c'est que globalement, désormais, tout le monde peut avoir accès aux acteurs et aux actrices sans qu'il n'y ait plus personne pour tracer une narration. Ça va être vraiment cette idée-là. Ça, c'est ce qui fait peur à Harry Folman. Alors, ça, c'est des peurs qu'il a qui ne sont pas forcément toutes fondées, notamment quand il parle du virtuel et du numérique. Pour lui, par exemple, toute la partie, la performance capture, oui. Alors, ça a été globalement, alors si, Philippe Cadic l'avait déjà, mais beaucoup plus en littérature qu'au cinéma. Mais oui, effectivement, il y a Philippe Cadic qui jouait énormément sur les tropes de perception. Mais de toute façon, pour aller encore plus de manière plus large, je vais en parler maintenant, tant qu'à faire, mais en fait, c'est un film gnostique. C'est le gnosticisme, en fait, c'est la mode dans les années 90 au cinéma, mais qui existe en littérature, et notamment en littérature de science-fiction, depuis les années 60-70. Et Philippe Cadic, pour le coup, grand consommateur de substances, était aussi quelqu'un qui était à la fin de sa carrière un gnostique. Est-ce que j'en parle maintenant? Je reviendrai sur le gnosticisme après. Gardez ça en tête. Mais dites-vous en fait que oui, ce que propose Harry Folman n'est pas spécialement nouveau, mais il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, moi, c'est la manière dont il a réadapté le livre. Parce qu'à la base, c'est un livre, le Congrès. C'est un livre de science-fiction des années 70. Alors, c'est une adaptation très très libre du Congrès, mais à la fois libre et à la fois fidèle. Je peux juste vous faire le pitch. Donc, le livre s'appelle Le Congrès de futurologie de Stanisław Lem, qui est un auteur polonais de science-fiction assez connu. C'est un peu sa réponse au meilleur des mondes. Le meilleur des mondes, c'était dans les années 50, si je ne m'abuse. Là, ça arrive beaucoup après. On voit, il y a vraiment clairement une filiation. C'est que c'est une espèce de bouquin qui se présente plus ou moins comme une utopie, mais on se rend compte assez rapidement que derrière cette utopie, il y a une grosse dystopie qui se... Donc en fait, ça se passe dans un futur proche, un futur assez proche du nôtre du moins, où les problèmes planétaires s'accumulent et il y a de plus en plus de futurologues. Donc il y a des futurologues qui font des congrès pour tenter de résoudre ces problèmes. Le gag, c'est qu'il commence à y avoir de plus en plus de futurologues à mesure que la population augmente, le nombre de futurologues augmente de manière aussi exponentielle. C'est un livre aussi avec une tonalité très fantaisiste, humoristique et satirique quand même. Donc pas du tout la tonalité du film d'Harry Folman qui pour le coup est très très mélancolique. Le héros justement est un de ces futurologues, donc qui s'appelle Ijon Tichy. Je suis désolé pour la prononciation, je suppose que ça doit pas être ça, mais bon. Il est invité en fait à participer à un congrès qui a lieu au Costa Rica et qui est un pays qui est politiquement très instable. En fait, dans ce film-là, dans ce livre-là, dans ce congrès, excusez-moi, je commence à perdre les pédales. Dans ce congrès du coup de futurologie, il va y avoir un moment une attaque. C'est-à-dire que le pays est très instable politiquement. La police a du mal à réprimer une révolution. On ne sait pas exactement pourquoi. C'est pas vraiment le sujet. Du coup, ils vont lancer une arme chimique dans l'eau potable. Ils vont balancer ce qu'ils appellent des produits en fait qui adoucissent en fait les mœurs, c'est-à-dire qui rendent les gens gentils. Et le personnage, à un moment, boit un verre d'eau et se met à être super content. Et pourtant, il bouffe et dit la bouffe qu'il mange, elle est dégueulasse, mais il trouve que c'est quand même super. La conférence à laquelle il assiste est insupportable, mais il trouve que c'est quand même malgré tout merveilleux. Il y a un moment où il est dans sa salle, dans sa chambre d'hôtel, il commence à se dire il y a un problème, je ne devrais pas être heureux comme ça. Il se détache un peu et il se rend compte qu'en fait, il y a effectivement des substances dans l'eau qui font que des substances psychotropes qui lui ont carrément changé son humeur. À partir de là, la révolution s'emballe et à partir de là, il va y avoir une véritable attaque chimique qui va rendre complètement tout le monde cinglé. Le personnage part dans une espèce de fantaisie où il s'imagine aller à droite à gauche, des trucs complètement farfelus. Se réveille un moment dans les égouts et à un moment il va se retrouver blessé en fait et va se réveiller 40 ans je crois plus tard dans le futur, un futur qui pour le coup est complètement conditionné par cette psychochimie.
Et en fait, bon bah là, sans trop en révéler sur le film, c'est une espèce de société utopique où tout le monde, littéralement tout le monde est heureux. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de famine. Rapidement, il y a quand même un truc qui va mettre la puce à l'oreille. Il y a un truc qui ne va pas. C'est que les gens ont tendance à respirer un peu fortement. Encore une fois, sans trop spoiler, parce que ça, pour le coup, c'est un élément de l'intrigue qui se retrouve dans le Congrès. Vous doutez bien que ce n'est qu'un aspect de la réalité qui est masqué, justement, par des drogues chimiques, et qu'en fait, la réalité est peut-être très, très différente de ce que perçoit le personnage de ce futur. Mais qui est un futur, en plus, complètement farfelu, quoi, vraiment. Il y a des pages et des pages d'idées de SF qui sont assez presque... Je vous recommande vraiment de le lire, parce que c'est un bouquin qui est assez dense, qui est assez riche, et qui vire presque au roman d'horreur à la fin, hein, vraiment. Donc, bon. Il y a même, pour vous donner une idée, en fait, le parallèle qui me vient tout de suite en tête, et pour justement dire que cette idée, en fait, est assez, et pas forcément nouvelle, c'est Invasion Los Angeles de John Carpenter. Je ne sais pas si vous voyez cette image, en fait, du type qui, avec des lunettes, se rend compte, en fait, que le monde est complètement différent, est en noir et blanc, et que vous avez des grands panneaux où c'est marqué consommer, acheter, enfin voilà, des injonctions capitalistes, en fait, et le personnage rend compte, en fait, que le monde est gouverné par une race d'extraterrestres qui maintiennent les humains dans une sorte d'illusion gigantesque. C'est là où j'en arrive à cette idée gnostique. Le gnosticisme, il est aussi très très présent, en fait, dans le congrès d'Harry Folman, mais évidemment dans le livre de Stanislas Lem. Bon, pour vous faire une petite définition, c'est un terme qui rassemble quand même plein de sectes et de courants religieux qui sont apparus au tout début du christianisme. Mais ils ont tous en commun cette idée que le monde a été créé et contrôlé par un dieu mauvais, le démiurge. En tant qu'humains, nous, on a tous une étincelle d'un vrai dieu, mais notre connexion à ce dieu nous est coupée, c'est-à-dire nous est interdite par ce dieu mauvais qui nous enferme, en fait, dans une illusion, dans une prison. Alors, immédiatement, vous pensez à quel genre de film? Je sais pas. Matrix, exactement. Voilà. Dans les années 90, en fait, vous avez eu, alors déjà, en science-fiction, je parlais notamment de Philippe K. Dick, mais vous avez sa trilogie divine, par exemple, c'est totalement gnostique. Mais plus proche de nous, dans les années 90, littéralement, Matrix, c'est totalement gnostique. Vous avez surtout eu un autre film qui est sorti, je crois, une année avant, enfin, en tout cas, dans les années 90, qui lui, pour le coup, est ouvertement, en fait, une illustration gnostique, c'est The Truman Show. Je ne sais pas si vous avez littéralement, en fait, des éléments gnostiques. Vous avez notamment le fait que le créateur de cette illusion dans laquelle il enferme, en fait, un homme qui doit, lui, percer, en fait, le voile derrière pour arriver au vrai monde, son studio, c'est le soleil, en fait. C'est vraiment Dieu le Père, en fait. C'est Ed Harris qui joue le rôle. Je ne sais pas si vous avez vu le congrès, si vous ne l'avez pas vu. Le Truman Show, pardon. Mais c'est l'histoire d'un reality show où on enferme, en fait, un enfant qui grandit, en fait, dans un monde, et on lui dit pas, en fait, que c'est une émission de télé. Lui pense que c'est le monde réel, mais en fait, sa vie est une émission de télé-réalité, en gros. Il y a eu énormément de variations autour de cette idée-là, hein, d'ailleurs, en partie grâce à cause plutôt même de l'apparition de la télé-réalité vraiment dans nos chaînes de télévision. Nous, on a eu Love Story, mais les Américains, ils avaient eu énormément d'horreur avant, quoi. Donc ça, c'était globalement cette idée gnostique. Et c'est quelque chose que Harry Folman reprend, en fait, assez frontalement dans le Congrès. Parce qu'à la base, lui, c'est aussi un fan de science-fiction. L'idée au cœur du Congrès, elle est assez poétique, mais à la base, il est quand même, il est très fan du bouquin. Initialement, il n'avait pas prévu, en fait, de l'adapter au cinéma. Il avait acheté les droits. Il savait pas trop comment l'adapter. Il s'est dit, j'aimerais bien quand même faire quelque chose, mais il savait pas par quel bout prendre ce bouquin. Parce qu'il faut quand même savoir, je le disais encore, mais c'est quand même une farce, hein, le livre. Il y a tout un aspect très, très, fantaisiste, enfin vraiment farce, vraiment. Assez grossière, mais pas dans le mauvais sens. C'est vraiment la tonalité de son film, elle, je le disais tout à l'heure, est beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus quelque part angoissée. Les angoisses se retrouvent quelque part aussi dans le livre de Stanislas Lem, surtout à la fin. Mais là, pour le coup, ça traverse vraiment tout le film.
Notamment le fait que Robin Wright a un enfant, son fils a une maladie dégénérative, ce qu'il a pour le coup, je vous rassure, c'est pareil, ça n'a rien à voir avec la réalité. Hein. Elle a bien 2 enfants, mais ses enfants vont très bien. Donc, du coup, accepte justement pour ça, et tout part à partir d'un drame, en fait, quelque part. Du coup, l'idée, en fait, qui lui a permis en fait de débloquer cette adaptation, je peux vous citer une petite interview, c'est qu'il a dit que lors de son passage à Cannes, il a observé une vieille actrice à laquelle personne ne faisait. Son agent lui a dit que c'était une grande star des années 60 et des années 70, et sauf que personne ne faisait le lien entre son image d'aujourd'hui et son image d'elle gravée sur celluloïd. Et du coup, c'est ça a été le point de départ. Il s'est dit, mais à quel moment, en réfléchissant à partir du futur des actrices qui se retrouvent pour le coup mises au banc de la société, mises au banc de la production cinématographique à partir d'un certain âge, comment je pourrais raccorder ça à quelque part un discours plus large sur le cinéma. L'idée géniale, moi que je trouve en tout cas dans le congrès, c'est qu'il parle de l'avenir du cinéma, mais il ne donne pas de technologie spécifique. Parce que là, encore une fois, on parlait des intelligences artificielles, mais vous en avez plein des technologies qui ont fait littéralement flipper la moitié d'Hollywood à chaque fois qu'elles sont apparues. On en a parlé dans la table ronde si vous étiez tout à l'heure, mais vous aviez eu un truc tout bête. Dès l'apparition du parlant, vous avez des gens qui se sont dit ça va nous mettre au chômage. Dès l'apparition peut-être de la couleur, les métiers ont changé. Quand l'image de synthèse est arrivée, ça a été presque une panique morale parfois. Je ne sais pas si vous avez... J'ai en mémoire, moi, une couverture du magazine Télérama qui, à l'époque de la sortie de Jurassic Park, avait fait une couverture avec un espèce de diable numérique et qui se titrait « Les illusions dangereuses ». Donc là, vous aviez presque une crainte quasi religieuse du virtuel, de l'image fausse. Alors que c'est bête, l'image elle est fausse de base. Que vous preniez une caméra, vous filmez, quelle que soit votre caméra, un téléphone, une 35 mm ou une caméra numérique, l'image sera fausse, sera une image, ce ne sera pas la réalité. Donc, ça aurait été quelque part un piège s'il avait choisi une technologie particulière, comme par exemple la performance. Parler de son film. Moi, l'idée que je trouve vraiment géniale, c'est qu'en prenant quelque chose qui n'arrivera jamais, c'est-à-dire, je pense que jamais on aura de substances chimiques qu'on pourra sniffer et qui nous feront vivre en fait des illusions. Enfin, j'espère, parce que si ça se passe comme dans le film, c'est pas ouf. Sans trop spoiler. Mais c'est quelque chose qui est quand même assez conceptuel. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on imagine dans un avenir proche. Surtout pas au moment où c'est les IA génératives qui actuellement phagocytent quelque part les craintes liées aux technologies futures. Lui, en fait, l'avait dit notamment au sujet d'Avatar, je crois, en disant que globalement, il avait peur en fait de savoir que va devenir l'acteur en fait au moment où tout devient numérique. Mais là aussi, où c'était le piège, c'est que s'il traitait cette question de front, notamment avec des questions liées au rajeunissement numérique, parce qu'en fait, le scanner qu'on voit dans le film, c'est un véritable scanner en fait, qui est vraiment utilisé au cinéma pour scanner les acteurs. Et vous avez littéralement des acteurs qui ont des clauses dans leur contrat, notamment chez Disney. C'était dans le film Solo, un truc Star Wars. Le film est, vous n'êtes pas obligé de le voir, mais c'est Daniel Glover, je crois. Pardon. Donald Glover qui avait dit à un moment que dans son contrat, il devait se faire scanner. Et ça l'a terrifié. Il a dit, mais à un moment, en fait, ils n'ont plus besoin de moi. Ils peuvent continuer à utiliser mon personnage et à le faire revivre dans leur film sans me demander. Actuellement, à Hollywood, on a déjà des problématiques liées à ça. C'est-à-dire qu'on peut scanner des acteurs. Et notamment, c'était les figurants. L'idée, c'était de scanner les figurants et de les faire apparaître à peu près n'importe où. Comme ça, on n'a plus besoin de leur demander de venir sur le plateau, on les scanne une fois, et puis basta. Du coup, le métier de figurant, là, il commence à en prendre un coup dans l'aile. Donc ça, c'est des problématiques que Harry Folman avait plus ou moins anticipées, mais son sujet réussit à être beaucoup plus large que ça, notamment en gardant cette idée de science-fiction, pour le coup, d'un espèce de création chimique, de drogue, en fait, qui nous fait ressentir ce que, plus ou moins, on ressent à travers un film. Cette idée, ça permet de parler de ces angoisses de manière très large. Ça permet surtout en fait de donner au film cette espèce de dimension hors du temps, c'est-à-dire de ne pas le dater. Parce qu'effectivement, le coup du scanner, c'est quelque chose qui sera peut-être obsolète dans un temps, mais par contre,
toute la partie, la seconde partie du film, qui traite, elle est beaucoup plus symbolique quelque part. Elle va fonctionner de manière beaucoup plus allégorique. Et du coup, là, on arrive à un moment où personne n'avait vu en fait venir les intelligences artificielles. Dans les années 2000, en fait, c'était même pas forcément un sujet. Jamais on imaginerait qu'on pourrait, en un clic, juste décrire une image et pof, la produire en 30 secondes. Surtout qu'en plus, l'imagerie numérique, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, énormément de ressources. Quand on veut créer quelque chose, il faut du talent, il faut des artistes, il faut de la puissance de calcul. Et là, d'un seul coup, ça, on ne l'avait vraiment, pour le coup, pas vu venir. Mais grâce à cette idée globalement assez générale, je trouve qu'Harry Folman a réussi finalement à parler de technologies qui n'existaient pas encore à l'époque du film. Et il y a énormément de problématiques liées à l'intelligence artificielle, notamment l'absence de contrôle. Ça, c'est quelque chose dont on a un peu parlé aussi dans la table ronde, je ne vais pas trop paraphraser, mais les intelligences génératives, les IA génératives actuellement, qu'on appelle de manière très abusive des intelligences, mais c'est des algorithmes, ce ne sont pas des intelligences. Ces algorithmes-là, en fait, quand on leur lance un prompt, c'est-à-dire quand on leur décrit quelque chose, en fait, on va lancer 50 fois la même description, on va avoir 50 images différentes. Et des images qui vont être, par exemple, très, très différentes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur ces images-là. C'est des algorithmes qui, à partir d'un chaos d'images gigantesques, vont choisir un peu au hasard des trucs et vont nous les sortir. Et derrière, en fait, il n'y a pas d'intelligence. Contrairement au nom, il n'y a pas une intelligence qui va faire un choix esthétique, un choix peut-être dramaturgique. C'est quelque chose qui est complètement chaotique. Et ça, c'est... pardon. Putain, j'ai déjà fait les... Ah, nom de Dieu. Non, c'est bon. Écoute, j'étais à peu près sur ma fin, ça tombe bien. Putain, je pensais vraiment pas être... je pensais que j'étais qu'à une demi-heure. Bon. Ok, écoutez, je vais m'arrêter globalement là. Juste pour vous dire qu'en fait, rebondir sur cette idée des IA génératives, le film, pour le coup, illustre énormément cette idée de création chaotique, sans forcément poser, je disais que Harry Folman pose un regard assez inquiet, et pourtant, il pose pas de jugement. Et c'est quelque chose que je trouve aussi assez fort dans le film, c'est que le film, à la toute fin, c'est là qu'il tire, je pense, toute sa poésie, c'est que vraiment... il réussit à prendre cette idée qui peut être à la fois terrifiante, il la rend magnifique. Il y a vraiment des scènes qui sont émouvantes, mais juste pour ce qu'elles représentent. La séquence de fin, puis en plus avec la musique de Max Richter dessus, ça n'aide pas. Et vous allez voir que c'est un film qui peut vous prendre aux tripes à des moments où on s'y attend pas forcément. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter là. J'avais encore 50 pages, mais je suis désolé, je vais m'arrêter là.